Cela s'est passé en juillet de l'année dernière. Ma maison avait de sérieux problèmes et j'ai été privé d'électricité pendant plusieurs jours pendant les réparations. Je travaille à domicile, donc c'était un gros souci pour moi. Finalement, j'ai dû louer un Airbnb pour y rester quelques jours, le temps que l'électricité soit rétablie chez moi. Je ne vis pas dans une grande ville, donc il n'y avait pas beaucoup d'options pour des Airbnb proches. Le plus abordable se trouvait à environ 45 minutes de route de chez moi. C'était dans une zone encore plus petite et isolée de la ville, souvent considérée comme un quartier peu recommandable. Je ne comptais y rester que quelques jours, donc l'économie d'argent en valait la peine. Quand je suis arrivé, je suis allé directement à l'intérieur et me suis couché immédiatement, épuisé par tous les problèmes liés à ma maison. Le matin, je me suis levé tôt et j'ai commencé à installer mon ordinateur portable et mon espace de travail. Juste avant de commencer à travailler, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai hésité à ouvrir, car ce n'était même pas ma maison, mais en pensant que cela pourrait être l'hôte ou quelque chose du genre, je suis allé vérifier. Sur le porche se trouvait un homme d'une trentaine d'années, couvert de tatouages. Il ne ressemblait ni à un hôte Airbnb, ni à un commercial. Je ne savais pas pourquoi il était là et je n'avais pas envie de le découvrir, donc j'ai décidé de l'ignorer. Je me suis éloigné de la porte et suis retourné à mon bureau pour finir de me préparer et commencer à travailler. J'avais quelques réunions et beaucoup de travail à rattraper après mon absence des derniers jours. Je pense que je n'ai pas quitté mon bureau avant 20 heures. Même à ce moment-là, je songeais à retourner travailler après être sorti chercher à dîner. À peine quelques minutes après mon retour et avoir commencé à manger, quelqu'un a de nouveau frappé à la porte. Je me suis immédiatement levé pour aller voir qui c'était, et je n'ai pas été surpris de voir que c'était le même type que plus tôt. Que pouvait-il bien vouloir à une heure aussi tardive ? J'étais plus agacé qu'inquiet, mais encore une fois, je suis retourné à ma table et ai continué à manger. Environ 30 minutes plus tard, aux alentours de 1 heure du matin, j'ai décidé de travailler encore 1 heure. J'étais fatigué, mais le travail devait être fait, et je savais que remettre à demain ne ferait qu'augmenter mon stress. J'ai mis mes écouteurs et essayé de me concentrer. J'ai beaucoup avancé et, une fois satisfait, j'ai enfin fermé mon ordinateur portable pour la nuit. Je ne m'étais même pas rendu compte à quel point il faisait sombre. Je suppose que l'écran de mon ordinateur était la seule source de lumière. Je suis allé allumer la lumière du couloir et un frisson m'a parcouru instantanément. En regardant par terre, je voyais des empreintes de pas, pâles mais indéniables, tout au long du couloir. Elles allaient jusqu'au bureau où je travaillais. Terrifié, j'ai lentement suivi les traces qui menaient jusqu'à la porte arrière, qui était entr'ouverte. Je ne saurais pas décrire ce que j'ai ressenti. C'était de la pure horreur. Quelques instants plus tard, des bruits de pas ont commencé à descendre les escaliers. Ils étaient lents et précautionneux. Quand ils sont arrivés en bas, un homme a jeté un œil dans le couloir et m'a regardé directement. C'était le même homme, reconnaissable avec tous ses tatouages. Il semblait surpris de me voir, mais cette surprise s'est rapidement transformée en rage. Son visage n'exprimait que de l'irritation et de la colère. J'allais essayer de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortait de ma bouche. Mon cœur battait la chamade et je me suis retourné en courant vers la porte arrière. Je me suis enfui à travers le jardin, jusqu'à quelques arbres loin derrière les maisons. Je me suis caché derrière un arbre et ai sorti mon téléphone pour appeler la police, mais j'ai vite raccroché quand j'ai entendu des pas courir vers moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils me suivent, mais heureusement, ils sont passés sans me voir et ont continué à courir dans l'obscurité. Une fois en contact avec la police, je suis retourné à l'Airbnb et les ai attendus. J'ai donné une description détaillée de l'homme et ils l'ont effectivement retrouvé le lendemain. Ses tatouages l'ont clairement identifié et il avait en fait cambriolé plusieurs maisons les jours précédents, faisant des choses horribles à ceux qui y vivaient. Je ne sais pas ce qu'il avait prévu de me faire ou pourquoi il m'a d'abord laissé tranquille, mais je suis soulagé de savoir qu'il ne pourra plus rien faire désormais. Je traversais le pays pour un voyage un peu chaotique. J'avais du travail à régler dans un bureau au fin fond du Maine, et j'avais décidé, tant que j'étais déjà sur la route, de rendre visite à des amis
et à de la famille sur la côte Est. Le 4e jour de conduite, je passais la majeure partie de la journée en Pennsylvanie. Il y avait plein de petites villes sympas, mais la majorité du trajet se faisait sur des routes secondaires, ces longues autoroutes à une seule voie qui traversaient des endroits complètement déserts. Alors que la journée avançait et que le soir approchait, il s'est mis à pleuvoir et mon réservoir d'essence commençait à se vider. Cela faisait un moment que je n'avais pas croisé de station-service, donc je me disais qu'il devait bien y en avoir une quelque part. Mais cette route ne traversait aucune ville. J'ai continué à rouler sous la pluie pendant encore 30 minutes, et à travers le brouillard, j'ai enfin aperçu un panneau pour une station-service. Quelques instants plus tard, elle est apparue devant moi, nichée entre les arbres, petite et désuète. Il n'y avait que 2 pompes et un minuscule bâtiment à l'arrière, qui semblait être une boutique. Je n'avais pas d'autre choix, alors j'ai garé la voiture, sorti et ouvert mon réservoir. Quand j'ai pris la pompe et essayé d'insérer ma carte, rien ne s'est passé. J'ai essuyé l'écran poussiéreux pour voir ce qu'il affichait, mais il ne montrait rien. La pompe était complètement éteinte. J'ai essayé l'autre pompe, mais elle était aussi hors service. Frustré, j'ai regardé autour de moi, mais il pleuvait fort et il faisait déjà bien nuit, donc c'était difficile de distinguer quoi que ce soit. La station semblait vieille et dépassée, comme beaucoup d'autres. Mais en y regardant de plus près, j'ai remarqué une petite lumière à l'intérieur du bâtiment. En espérant qu'il y ait quelqu'un qui pourrait m'aider, je me suis avancé vers la porte. La vitre était complètement embuée, donc je ne voyais pas l'intérieur, juste la lumière qui se reflétait. J'ai attrapé la poignée et la porte a émis un grincement strident en s'ouvrant. Dès que je suis entré, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Les étagères du magasin étaient vides, certaines renversées, et l'endroit semblait complètement saccagé. La lumière venait du fond du bâtiment et à présent, il était évident qu'il s'agissait d'une lampe ou quelque chose du genre, certainement pas d'une lumière normale d'un commerce. Je suis resté à peine quelques secondes, et en voyant tout ça, je suis vite ressorti. Je ne savais pas ce qui se passait là-dedans, mais je savais que ce n'était rien de bon ni utile pour ma situation. En reculant sous la pluie, je me suis retourné vers ma voiture, mais il y avait quelqu'un juste à côté, trempé jusqu'aux os. Il regardait autour de ma voiture et à travers les fenêtres. « Hé, qu'est-ce que vous faites là ?» ai-je crié en m'avançant rapidement. L'inconnu a tourné la tête vers moi, puis a regardé derrière moi. Je me suis retourné vers le bâtiment et j'ai vu qu'un homme en était sorti et marchait sous la pluie. Il avait de longs cheveux noirs et un air malade. Il n'a pas pris le temps de regarder la situation, il s'est immédiatement mis à courir vers moi. La personne près de ma voiture s'est simplement reculée pendant que je montais en vitesse dans la voiture. Mais l'homme qui courait n'a pas ralenti. Il est venu droit vers ma portière et a essayé de l'ouvrir. Au moment où je démarrais, un bruit métallique perçant a traversé la voiture. J'ai accéléré et repris la route, roulant encore pendant une demi-heure avant que mon réservoir ne soit vide. Heureusement, j'avais du réseau et j'ai pu appeler de l'aide. En attendant, je suis sorti pour vérifier la voiture et j'ai vu une énorme éraflure qui allait d'un bout à l'autre de la portière. Il semblait que l'homme avait passé un couteau le long de la carrosserie lorsque je m'en allais. Plus tard dans la nuit, la police m'a informé que la station-service où je m'étais arrêté n'était plus en service depuis au moins une décennie. En dehors de ça, ils n'ont rien trouvé d'autre. Et ce qui aurait pu se passer si je n'étais pas parti à temps reste un mystère, sujet à toutes sortes de théories. C'était il y a environ 10 mois. Je passais quelques jours avec mon meilleur ami de l'université dans sa ville natale. Je vais l'appeler Chris pour préserver son anonymat. C'était une petite ville, bien plus tranquille que ce à quoi j'étais habitué, mais Chris me faisait découvrir les environs et nous allions dans les bars pour passer du bon temps. La dernière nuit avant mon départ, il a mentionné un endroit qu'il voulait explorer depuis un moment, mais il n'avait jamais trouvé quelqu'un pour l'accompagner. C'était une vieille maison ou un village abandonné à quelques kilomètres dans les bois. Nous faisions souvent des randonnées et du camping sauvage à l'université, alors cela me semblait une idée géniale. 30 minutes après qu'il m'en a parlé, nous étions déjà sur un sentier dans la forêt. Il restait encore un peu de lumière du jour, mais nous avions pris des lampes frontales juste au cas où.
Après environ 20 minutes de marche, le sentier a pris fin et nous avons dû suivre un chemin à peine visible à travers les arbres. Cela nous a pris encore 1 heure avant d'arriver. De loin, nous avons aperçu une maison et en nous rapprochant, nous avons vu plusieurs autres derrière elle. Cependant, ce n'était pas ce à quoi nous nous attendions. Les maisons n'avaient pas l'air si anciennes. Elles semblaient abîmées et dégradées par le temps, mais avec des matériaux plus modernes qui les faisaient ressembler à des maisons tout à fait ordinaires. Il y avait même un petit chemin de gravier qui reliait chaque maison. Cela donnait l'impression qu'ils avaient tenté de construire une petite communauté, mais quelque chose avait mal tourné, les forçant à tout abandonner. Il était évident que d'autres personnes étaient repassées avant nous, vu les graffitis sur les murs des maisons. Chris et moi nous sommes approchés de la première maison. En regardant à l'intérieur par la porte ouverte, on voyait des mauvaises herbes pousser entre les lattes du plancher. Mais à part ça, la maison était vide. Avant même que nous n'entrions, un bruit sourd a résonné à travers les bois. Nous avons tous les deux sursauté et regardé en direction du chemin de gravier, pensant que le bruit venait de là. Mais après ce bruit, tout est redevenu calme. Nous n'avions aucune idée de ce que c'était, mais en ne voyant rien, nous sommes entrés dans la maison. Il n'y avait pas grand-chose à voir, mais ce qui rendait l'endroit intéressant, c'était de comprendre pourquoi quelqu'un l'avait abandonnée. La maison avait dû être jolie avant d'être laissée à l'abandon. Après avoir exploré le rez-de-chaussée, nous sommes montés à l'étage. Étrangement, il faisait beaucoup plus sombre à l'étage, comme si aucune lumière ne passait par les fenêtres. Le couloir était court, avec seulement 2 portes et ce qui ressemblait à une trappe pour accéder au grenier. Nous avons ouvert la première porte et découvert une autre pièce vide. Mais nous avons été rapidement interrompus par un bruit venant d'en bas. Des bruits de pas traversaient l'herbe, se dirigeant vers la maison où nous nous trouvions. Nous nous sommes tus, mais nous étions sûrs que, qui que ce soit, cette personne nous avait probablement vus à l'extérieur. Mais pourquoi s'approchait-elle de nous? La personne s'est arrêtée juste avant d'entrer par la porte d'entrée. « Bonjour », dit-elle. Nous n'avons pas répondu. « Je veux juste parler, je ne veux pas de mal. » Il avait une voix plus âgée, comme s'il lui manquait des dents ou quelque chose du genre. Après cela, il y a eu une longue minute de silence. Il n'a plus rien dit, mais nous n'avons pas non plus entendu ses pas s'éloigner. Nous avons attendu encore quelques minutes, sans aucun bruit. Chris est descendu doucement l'escalier et a jeté un œil à la porte d'entrée. Il s'est retourné vers moi, le visage blême. Il n'y a personne. Je me suis précipité pour vérifier moi-même, mais il ne mentait pas. Personne à l'entrée. Nous avons prudemment avancé jusqu'à la porte et regardé dehors. Il y avait une ligne d'empreintes dans l'herbe venant des autres maisons, mais aucune empreinte qui repartait. Nous avons compris en même temps et avons filé vers les arbres. Il était évident que l'homme s'était caché quelque part dans la maison. Nous avons quitté les bois aussi vite que possible et sommes retournés chez Chris. Qui était cet homme et pourquoi voulait-il nous parler? Nous n'en avons aucune idée, mais je suis sûr que si cet homme nous avait trouvés, nous ne serions probablement plus là pour en parler. Je faisais une randonnée en sac à dos sur un itinéraire que j'avais trouvé dans le parc national des Laurentides. C'était un sentier aller-retour qui prenait généralement 3 jours à l'aller et 3 jours au retour. Je ne savais pas grand-chose à son sujet, ni à quel point il était fréquenté, mais en général, sur ces longues randonnées, on ne croise pas beaucoup de monde. Pourtant, lors de mon 3e jour, je suis passé près d'un campement et j'ai vu un homme assis près de sa tente. J'ai fait une petite pause et nous avons discuté un peu. Il m'a dit qu'il passait la nuit ici et qu'il comptait atteindre le sommet du sentier le lendemain. Je lui ai répondu que c'était également mon plan pour la journée et que je le verrais sûrement là-haut. Je suis reparti peu après et suis arrivé à ce qui serait mon campement pour les 2 prochaines nuits. La vue était incroyable, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, et c'était l'endroit idéal pour une journée de repos au sommet du sentier. Toute la journée, personne n'est passé, et à la nuit tombée, j'étais toujours le seul campeur dans le coin. Je repensais à l'homme que j'avais rencontré au campement le jour d'avant, qui avait dit qu'il atteindrait le sommet ce jour-là. Mais il n'est jamais apparu. Je me suis dit qu'il avait peut-être changé d'avis, ou qu'il avait décidé de passer une nuit supplémentaire au même endroit. Le matin, j'ai rangé mes affaires, et j'ai commencé à redescendre par le même chemin,
bien que je sois parti assez tard. Je me suis donc dit qu'au moins, j'espérais atteindre le même campement où se trouvait cet homme. J'étais vraiment fatigué, ce qui n'aidait pas et avant que je ne m'en rende compte, il ne restait presque plus de lumière du jour. J'ai mis ma lampe frontale et continué à marcher pendant environ 1 heure après le coucher du soleil jusqu'à ce que j'arrive au camp. La tente de cet homme était toujours là, installée comme s'il ne l'avait jamais quittée. Sachant qu'il avait l'intention de continuer à marcher et que rester plusieurs jours au même endroit lors d'une randonnée en sac à dos est inhabituel, je l'ai appelé pour voir s'il allait bien. Aucune réponse. Je me suis approché un peu plus et lui ai dit que je voulais juste m'assurer qu'il allait bien. Mais l'ouverture de sa tente était à moitié ouverte et personne n'était à l'intérieur. Une boule s'est formée dans ma gorge, comme si mon corps savait que quelque chose n'allait pas. Je me suis arrêté et ai regardé tout autour, sans voir le moindre signe de lui nulle part. C'est alors que j'ai vu une lueur au loin, une faible lumière qui brillait toujours, bien plus loin dans la forêt. Je me suis avancé vers elle, parcourant environ 40 mètres depuis les tentes, avant de découvrir la source. C'était une lampe frontale posée sur le sol, comme si elle avait été laissée là par accident. La lumière était si faible que les piles devaient être presque épuisées. C'est à ce moment que j'ai remarqué quelqu'un me regardant. La personne se tenait à une dizaine de mètres de moi, essayant manifestement de ne pas se faire remarquer. Mon instinct me disait que ce n'était pas l'homme que j'avais rencontré, mais je sentais que je devais dire ou faire quelque chose. « Bonjour, vous avez besoin d'aide ?» ai-je demandé. La personne est restée immobile et silencieuse. « Désolé, je vais partir », ai-je dit d'une voix tremblante, puis je suis rapidement retourné au campement. Heureusement, je n'avais encore rien déballé, donc j'ai mis mon sac à dos et commencé à quitter le camp. Alors que je m'éloignais, la lampe frontale dans les bois s'est éteinte. J'ai marché aussi loin que possible, parcourant encore environ 5 kilomètres jusqu'au prochain campement. J'ai signalé l'incident dès que j'ai pu. Malheureusement, c'était exactement ce que je pensais. L'homme que j'avais rencontré était porté disparu. Il n'y avait presque aucune trace pour les autorités, et dans des régions aussi reculées, il est presque impossible de retrouver quelqu'un. Quant à la personne que j'ai vue dans la forêt, c'est probablement le plus grand mystère qui pourrait apporter des réponses à ce qui s'est réellement passé. Mais la plupart d'entre nous savent probablement quelle est l'hypothèse la plus plausible. J'avais réservé un Airbnb plusieurs semaines à l'avance dans une ville où je n'étais jamais allé. Un client que je devais rencontrer pour le travail y vivait, donc je ne comptais y rester qu'une journée avant de reprendre la route pour rentrer chez moi. Le trajet faisait environ 3 heures. Quand je suis arrivé dans l'allée et que je suis sorti de la voiture, le quartier était très calme. Presque toutes les lumières des maisons étaient éteintes et les arbres couvraient les jardins, bloquant la vue. La seule chose que j'ai remarquée était une personne qui marchait au loin dans la rue. Elle était assez loin et rien n'avait l'air anormal. Mais pour une raison quelconque, cela m'a donné un drôle de sentiment. Je suis monté jusqu'à la porte, l'ai déverrouillée, puis je suis entré pour m'installer. C'était une maison très ordinaire, rien de spécial, mais elle convenait parfaitement à mes besoins pour la nuit. Après avoir fait un tour rapide et vérifié les lieux, j'ai ouvert la porte d'entrée pour aller chercher mon autre sac dans la voiture. Mais en sortant sur le porche, j'ai remarqué quelqu'un debout sur la route. C'était la même personne que j'avais vue marcher quelques minutes plus tôt, mais elle ne marchait plus. Elle se tenait là, face à la maison où je logeais. Lorsque je me suis dirigé vers ma voiture, cette personne m'a remarqué et a commencé à s'éloigner. J'ai gardé un œil sur elle pendant que je récupérais mon sac, un peu méfiant, mais elle a simplement continué à marcher plus loin dans la rue. Je suis rentré à l'intérieur et me suis assuré que tout était bien verrouillé. Ensuite, j'ai ouvert le garage et garé ma voiture à l'intérieur, juste pour être en sécurité. Au cours des 2 heures qui ont suivi, j'ai fait quelques vérifications rapides dehors pour voir si cette personne rôdait toujours dans le coin. Je ne l'ai plus vue. Ayant un réveil prévu tôt le lendemain matin, je suis allé me coucher. J'ai dormi plutôt bien, me réveillant seulement 1 ou 2 fois dans la nuit. Mais à 4 heures du matin, mon réveil a sonné, et il faisait encore nuit noire dehors. Je me suis levé difficilement, encore groggy, et j'ai immédiatement remarqué une lumière sous la porte de ma chambre. Je ne me souvenais pas d'avoir laissé des lumières allumées.
Je me suis dit que j'avais peut-être oublié une lumière dans la cuisine ou quelque chose du genre. Je suis sorti du lit et me suis approché de la porte, mais juste avant de l'ouvrir, j'ai entendu un bruit de l'autre côté. Ça ressemblait à quelqu'un qui bougeait au bout du couloir. J'ai ouvert la porte et vu que la lumière du salon était allumée, ce qui m'a tout de suite fait comprendre que je l'aurais forcément éteinte la veille. Le bruit continuait alors que je descendais le couloir, et quand j'ai regardé dans le salon, j'ai vu un type dans un coin, fouillant dans un de mes sacs. Il portait un sweat à capuche noire et un jean déchiré, exactement comme la personne que j'avais vue marcher dehors. Je l'ai regardé pendant une seconde avant qu'il ne se retourne et croise mon regard. Il n'avait pas l'air surpris du tout, comme s'il m'attendait. Il a laissé tomber le sac par terre et m'a crié de rester où j'étais. Il s'est approché de moi rapidement et je n'ai eu qu'une fraction de seconde pour réagir. Je me suis retourné et j'ai couru vers ma chambre, claquant la porte juste avant qu'il ne me rattrape. Il a percuté la porte et a essayé de l'enfoncer, puis il a commencé à bidouiller la serrure de l'autre côté. J'ai réfléchi rapidement, ouvert la fenêtre et sauté dehors avant de m'enfuir. Quand la police est arrivée, l'homme n'était plus là. Mes sacs avaient disparu, bien sûr. Et pour rendre les choses encore plus terrifiantes, la porte de la chambre était ouverte. Il avait réussi à crocheter la serrure et à entrer. Si je m'étais caché dans la salle de bain ou quelque part d'autre, qui sait ce qui aurait pu se passer? La police semblait penser que cet homme avait des intentions bien plus sombres que de simplement me voler. Je prie pour qu'il ne me retrouve jamais. Plus tôt ce printemps, je suis allé camper dans les bois, à environ 4 heures au nord de chez moi. Il y avait un petit lac que j'avais l'habitude de fréquenter. Il n'était jamais bondé, et je ne pense pas qu'il soit vraiment connu, ce qui en faisait une escapade paisible chaque fois que j'y allais. Le premier jour, après avoir tout installé, j'étais seul. Le lac n'était pas très grand, entouré d'une plage herbeuse et de bois, ce qui me permettait de voir tout autour du lac. Peu après mon arrivée, j'ai vu un homme sortir des bois de l'autre côté du lac et monter une tente. Il avait l'air d'un campeur tout à fait normal et restait à l'écart au début. Cependant, juste avant le coucher du soleil, je l'ai vu contourner le lac et se diriger vers mon campement. Il avait un sourire amical et s'est présenté sous le nom de William. Il m'a dit qu'il n'était pas sûr que je l'ai vu installer son campement, mais qu'il m'avait vu de l'autre côté du lac et voulait juste dire bonjour, vu que nous étions au milieu de nulle part, dans un endroit que personne ne connaît. Nous avons discuté un moment, et il était plutôt sympa en fait. William avait 26 ans, à peu près le même âge que moi, et nous aimions tous les deux cet endroit de camping à cause de son isolement. Après environ 30 minutes de conversation, il est retourné de l'autre côté du lac alors que le soleil se couchait. Rien de plus ne s'est passé cette nuit-là, mais le matin, nous avons à nouveau discuté et passé la journée ensemble. Il avait apporté un pack de 6 bières que nous avons partagé sur la plage, en ayant des conversations agréables et décontractées. À la fin de la journée, nous sommes retournés à nos tentes. Je m'assis près de mon petit feu de camp et j'étais vraiment content d'avoir rencontré William. Il semblait être le compagnon de camping idéal, peut-être pour une autre fois. Cependant, plus tard dans la soirée, alors que je me préparais à éteindre le feu et à aller me coucher, j'ai vu William faire le tour du lac. Son feu de camp s'était éteint depuis un moment, donc je pensais qu'il était déjà dans sa tente en train de dormir, mais apparemment non. Il s'est approché de mon feu de camp, et immédiatement, quelque chose était différent chez lui. « Ça va, William ?» ai-je demandé. Il a souri, et soudain, il semblait redevenir comme avant. Il m'a dit qu'il avait trouvé un endroit sympa avec une super vue, et m'a demandé si je voulais le voir. Je lui ai dit qu'il commençait à être tard pour une sortie, mais il m'a assuré que la vue était incroyable, surtout la nuit. La façon dont il en parlait m'a fait penser que je ne pouvais pas rater ça, et quel serait l'intérêt de camper dans les bois si je passais à côté des bonnes vues. Je me suis levé et l'ai suivi de l'autre côté du lac, puis je l'ai suivi à travers les bois. Il n'y avait aucun chemin, rien. Il était donc clair pour moi que William avait dû venir ici de nombreuses fois pour connaître le chemin exact sans se perdre, surtout dans l'obscurité. Nous avons marché pendant environ 15 minutes avant que William commence à ralentir. Il a pointé du doigt quelque chose devant et a souri, comme si c'était la fameuse vue.
Mais lorsque je suis passé devant lui et que j'ai regardé, il y avait une petite structure, une vieille caravane, complètement abandonnée et rongée par les éléments depuis des années. De la mousse couvrait la surface et des trous de rouille parsemèrent les côtés. Je me suis retourné vers William, me demandant ce que c'était, mais son visage était devenu froid et vide. Il ressemblait à une autre personne. « William, c'est quoi ça ?» Il n'a pas répondu. Sentant une montée de panique, j'ai commencé à regarder frénétiquement autour de moi, et c'est à ce moment que j'ai entendu la porte rouillée de la caravane s'ouvrir brusquement derrière moi. Je n'ai vu qu'une silhouette pendant une seconde avant de commencer à courir. Je pouvais entendre William et l'autre personne me poursuivre de près, mais j'ai donné tout ce que j'avais pour continuer à courir jusqu'à les perdre de vue. À ce moment-là, j'étais tellement loin dans les bois que je n'avais aucune idée d'où j'étais. J'ai juste continué à marcher en gardant un œil sur les arbres jusqu'au lever du soleil. Quand j'ai enfin retrouvé le chemin du lac, j'ai vu depuis la lisière des arbres que tout mon équipement de camping avait disparu. C'était comme si je n'avais jamais été là. Je suis resté caché, puis j'ai retrouvé le sentier qui menait à ma voiture. J'ai fait un rapport à la police locale, mais ils n'ont rien trouvé et pour être honnête, je ne pense même pas qu'ils aient vraiment cherché. Ce qui était prévu pour moi cette nuit-là est terrifiant à imaginer, mais heureusement, je suis parti avant d'en être témoin. Je faisais un road trip de Portland à Chicago, un trajet qui dure presque 3 jours. J'avais réservé quelques hébergements pour dormir le long de la route, et j'avais choisi des Airbnb pour profiter un peu plus du voyage, plutôt que de rester dans des hôtels bondés. Mon premier Airbnb était au Wyoming, dans une toute petite ville. L'État ne traversant pas de grandes villes, c'était un village minuscule, probablement long de 2 ou 3 kilomètres à peine. En entrant dans le Wyoming, il a commencé à neiger lourdement, rendant cette longue journée de conduite encore plus pénible. Quand je suis finalement arrivé en ville, les routes étaient couvertes de neige et le soleil s'était déjà couché. C'était vraiment calme, presque désert. Je ne connais pas bien les petites villes, mais c'était exactement ce que j'imaginais, surtout dans un État aussi peu peuplé que le Wyoming. J'espérais trouver un McDonald's ou quelque chose du genre pour un dîner rapide, mais il était évident que ça n'allait pas être possible. J'ai donc traversé la ville et pris la route menant à mon Airbnb. C'était une longue allée qui menait à une petite maison au milieu d'un champ, avec de grands pins enneigés bordant l'avant-cour. Je me suis garé sur le côté, j'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers l'entrée. J'ai entré le code, fermé la porte derrière moi et allumé les lumières. La maison était petite, probablement environ 50 mètres carrés, avec juste un salon et une chambre. J'ai enlevé mes chaussures et posé mon sac près du lit, puis je me suis assis sur le canapé. À peine assis, j'ai entendu un bruit sourd venant de la chambre. J'ai regardé vers la porte d'où je venais. C'était assez fort, mais je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait être. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la chambre et j'ai allumé la lumière. Tout semblait normal. J'ai ensuite vérifié la petite salle de bain, mais tout semblait en ordre là aussi. La seule autre porte dans la maison était celle du placard de la chambre. Je suis allé l'ouvrir, mais elle ne bougeait pas. Elle semblait verrouillée de l'intérieur. J'ai trouvé ça étrange qu'un placard soit fermé à clé, mais je me suis dit que cela devait être un placard de maintenance, où le propriétaire rangeait des affaires. Il n'y avait pas d'autre endroit pour entreposer quoi que ce soit, donc c'était ma conclusion. Je suis retourné au salon et me suis allongé un moment sur le canapé, en réfléchissant à mon plan pour le lendemain. Après environ 15 minutes, je me suis levé pour regarder par la fenêtre, vérifier si la neige continuait à tomber et si les routes seraient praticables le lendemain. Il faisait étrangement sombre dehors. Il n'y avait aucune lumière de la ville, juste les grands pins enneigés. Il neigeait encore lourdement. J'ai fermé les stores et me suis retourné vers le canapé. Mais c'est là que j'ai vu une ombre bouger dans la chambre. C'était lent et fluide, comme si une porte s'ouvrait ou se fermait. Je me suis approché doucement, écoutant attentivement en entrant dans la chambre, mais tout était à sa place. Rien ne semblait avoir causé l'ombre que j'avais vue, mais j'étais sûr d'avoir vu quelque chose bouger.
J'ai continué à regarder autour de la pièce jusqu'à ce que mon regard retombe sur le placard. Il était toujours fermé, mais quelque chose me donnait un mauvais pressentiment. Je me suis approché et pris la poignée, et cette fois, elle s'est ouverte facilement. Elle n'était plus verrouillée. À l'intérieur, il n'y avait rien. C'était juste un petit placard vide. Avant même de pouvoir comprendre ce qui se passait et assembler les pièces du puzzle, j'ai entendu quelqu'un derrière moi. Je me suis retourné et ai vu un grand homme debout dans l'embrasure de la porte de la salle de bain. Il avait l'air épuisé, avec des coupures et des égratignures sur tout le visage. Il ne semblait même pas me remarquer. Il est entré dans la chambre, s'est agenouillé et a sorti un vieux sac de sport sale de sous le lit. Ensuite, il s'est relevé, sans même me regarder, et est lentement sorti de la pièce, puis de la maison. J'ai couru jusqu'à la porte et l'ai vu marcher à travers la neige, jusqu'à disparaître dans l'obscurité, au-delà des lumières de la maison. J'ai tenté d'impliquer la police, mais après leur avoir donné ma description, ils se sont surtout contentés de parler avec l'hôte de l'Airbnb. Après avoir quitté la ville, je n'ai pas eu plus d'informations. Je pense qu'il utilisait simplement la maison pour dormir ou quelque chose du genre, mais la façon dont il avait l'air m'a fait douter. Je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu se passer si j'étais allé me coucher ce soir-là avec cet homme caché dans le placard, à quelques centimètres de moi. C'était il y a quelques mois, alors que je faisais des livraisons pour DoorDash. Je fais ça seulement en complément de revenus, environ 10 à 15 heures par semaine. Ce soir-là, je ne faisais que quelques livraisons parce qu'il était déjà tard. J'avais pris une petite commande vers 1h du matin destinée à être livrée dans un immeuble de bureau quelque part de l'autre côté de la ville, comme l'indiquait l'adresse. C'était une chose habituelle, souvent pour des employés de nuit ou autres. Quand je suis arrivé sur le parking, il était complètement vide, sans aucune voiture. Il ne semblait pas y avoir de parking à l'arrière du bâtiment non plus. Je me suis garé devant et suis sorti avec la commande. Le lieu ressemblait clairement à un immeuble de bureau, mais plus petit que la plupart des bureaux que j'avais déjà vus, avec seulement 2 étages et une largeur assez réduite. Toutes les lumières étaient éteintes à travers les fenêtres, à l'exception d'une lumière derrière la porte d'entrée. Je me suis approché de la porte et ai vérifié l'application qui me donnait des instructions précises, entrer dans le hall principal et laisser le sac devant la porte de la chambre 232. En regardant à travers la porte, je voyais ce couloir avec des portes de bureaux de chaque côté, comme dans un hôtel, une première pour moi. J'ai poussé la porte pour la tester et elle n'était pas verrouillée, alors je suis entré. Je m'attendais à entendre des gens travailler, parler ou bouger, mais il n'y avait pas un bruit. Rien du tout, à part un bourdonnement provenant des lumières au-dessus de moi. En passant devant les premières portes, je remarquais qu'elles étaient numérotées dans les 100, comme 102 ou 106. La chambre où je devais laisser la commande était dans les 200, donc j'ai supposé que cela signifiait qu'elle se trouvait au 2e étage. Au milieu du couloir, une porte menait à l'escalier, maintenue ouverte par une cale. Cependant, les lumières dans la cage d'escalier étaient éteintes. Je me suis approché de la première marche et j'ai regardé en haut. Toute la cage d'escalier était plongée dans l'obscurité, sans aucune lumière venant d'en haut où je devais livrer. Je commençais vraiment à sentir cette étrange ambiance silencieuse, ce qui m'a donné un frisson. J'ai toujours suivi les instructions à la lettre pour obtenir de bonnes évaluations, mais cette fois, je me suis dit que c'était trop suspect. J'ai quitté l'escalier pour revenir dans le couloir et à ce moment-là, la porte juste en face de moi s'est ouverte. Les lumières dans cette pièce étaient éteintes, mais un homme est sorti et est entré dans le couloir. Il portait des vêtements civils, rien qui ne ressemblait à une tenue de bureau. Il s'est planté devant moi et a pointé du doigt l'escalier derrière moi. « La 232, c'est là-haut », m'a-t-il dit. J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas bougé, et lui non plus. Il me fixait, avec un regard qui semblait contenir une colère retenue. Après quelques secondes intenses, j'ai déposé le sac par terre et ai commencé à marcher rapidement vers la sortie. L'homme ne m'a pas suivi, mais j'ai entendu ses pas dans l'escalier pendant que je quittais le bâtiment. Je suis monté dans ma voiture et suis parti.
Je ne savais pas ce qui venait de se passer, ni si j'avais peut-être réagi de manière excessive, donc je n'ai pas appelé la police. Mais le lendemain, ce sont eux qui m'ont contacté. Apparemment, l'immeuble avait été cambriolé, et les images de vidéosurveillance montraient ma voiture et ma plaque d'immatriculation, ce qui les a amenés à moi. Ils avaient également des images du cambriolage et m'ont convoqué pour me demander des informations. Je n'avais pas grand-chose à dire, mais il s'est avéré qu'il y avait en fait 3 personnes impliquées dans ce cambriolage. L'une était l'homme que j'avais vu en bas, mais les 2 autres étaient cachés en haut de l'escalier, attendant apparemment que je monte. Ce qui est encore plus troublant, c'est que plusieurs autres commandes ont été livrées à ce même bureau cette nuit-là, mais tous les autres livreurs avaient été plus prudents que moi, laissant leurs commandes devant la porte d'entrée. Ce qui aurait pu se passer si l'un d'entre nous était monté à l'étage reste un mystère, mais j'espère que la police retrouvera ces 3 hommes avant que quelqu'un d'autre ne devienne leur victime. Ma femme et moi partons chaque année en vacances dans différents endroits. C'est notre façon de faire une pause dans la routine quotidienne et de passer du temps de qualité ensemble. Cette année, nous avions réservé un chalet dans l'État de Washington. Il était situé dans un endroit isolé, décrit en ligne comme calme et paisible, loin de toute autre habitation ou personne. Notre vie se déroule principalement dans des villes très peuplées, donc cette idée nous plaisait beaucoup. Après avoir atterri, nous avons marché jusqu'à une épicerie pour acheter ce dont nous aurions besoin, puis nous avons pris un taxi pour nous rendre au chalet. Nous n'avions pas loué de voiture car nous savions que nous ne resterions que 3 jours et nous voulions en profiter pour rester simplement au chalet. Si nous changions d'avis ou si nous avions besoin de quoi que ce soit, nous pouvions toujours commander un Uber. Le trajet en taxi depuis la ville où nous avions atterri a duré un peu plus d'1 heure. La majorité du trajet se faisait entre des montagnes imposantes et des paysages couverts d'arbres. C'était magnifique, et cela nous a mis dans l'ambiance pour profiter de notre séjour. Vers 19 heures, nous sommes arrivés au chalet. Il était complètement isolé au milieu de la forêt, et même l'allée qui y menait n'était guère plus que des traces de pneus dans la terre. Nous sommes descendus du taxi, avons payé le chauffeur, puis avons transporté nos affaires à l'intérieur. Le chalet en lui-même était petit. Il y avait un rez-de-chaussée avec la cuisine et le salon, ainsi qu'une échelle menant à une mezzanine où se trouvait le lit. L'espace autour du lit était bas, il fallait ramper pour y accéder, un peu comme dans une mini-maison. Quoi qu'il en soit, nous avons rangé les provisions et préparé un dîner rapide, car nous étions fatigués du vol. Ensuite, nous avons ouvert une bouteille de vin pour nous détendre et passer la soirée. Nous avons allumé le feu de cheminée et discuté de ce que nous avions hâte de faire pendant les jours à venir. Il devait être autour de 23 heures quand, au milieu de notre conversation, nous avons soudainement entendu quelque chose à l'extérieur. Quelqu'un marchait dans l'herbe près du chalet. Le bruit était fort, comme si la personne était tout près. Ma femme avait l'air inquiète, alors j'ai essayé de me montrer rassurant et lui ai dit que tout allait bien. Je me suis levé pour jeter un coup d'œil par la fenêtre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point il faisait sombre dehors. J'ai regardé autour de moi, mais je ne voyais que de grands arbres partout et une obscurité totale entre eux. J'ai dit à ma femme que je ne voyais personne, puis je suis allé jusqu'à la porte d'entrée. Je l'ai ouverte, suis sorti sur le porche et j'ai allumé les lumières extérieures. Tout ce que je pouvais voir, c'était une petite portion de l'allée, mais il n'y avait personne non plus. La forêt était très calme et silencieuse. Si quelqu'un avait continué à marcher, je pense que je l'aurais entendu. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai demandé à ma femme si elle entendait encore les bruits de pas. Elle m'a répondu que le son n'avait pas semblé s'éloigner, il s'était juste arrêté soudainement quelque part derrière le chalet. Mon assurance commençait à s'effriter et j'ai dit à ma femme de monter à la mezzanine et de rester silencieuse pendant que j'allais essayer de comprendre ce qui se passait. J'ai vérifié toutes les fenêtres, mais je ne voyais toujours rien. Je suis retourné à la porte d'entrée, me préparant à ressortir, quand un coup sourd a ébranlé le chalet. J'ai regardé ma femme, qui levait les yeux vers le plafond. Quelqu'un était sur le toit. Je suis resté à l'intérieur et j'ai appelé la police, en leur fournissant des instructions détaillées sur la façon de se rendre au chalet. Pendant l'heure qu'il a fallu attendre, nous entendions de temps en temps des pas résonner sur le toit du chalet. Mais au bout de 45 minutes,
Nous avons entendu les bruits de bottes toucher le sol, suivis de pas calmes qui s'éloignaient. J'ai regardé une dernière fois par la fenêtre et j'ai vu une silhouette disparaître dans la forêt. La police a pris notre déposition et nous a ensuite ramenés en ville, où nous avons passé le reste de nos vacances. Ce que cette personne faisait là, à des kilomètres de toute civilisation dans le milieu d'une forêt, reste terrifiant à imaginer. Elle attendait probablement que nous allions nous coucher ou que l'un de nous sorte. Nous sommes simplement reconnaissants d'être partis avant que quelque chose de plus grave ne se produise. J'ai vécu dans la même maison pendant 8 ans. C'est une maison de taille familiale, ce qui avait du sens à l'époque où j'avais des colocataires, mais quand ils sont partis et que je me suis retrouvé à vivre seul, je ne savais plus quoi faire de tout cet espace supplémentaire. Techniquement, c'était une maison avec 4 chambres, mais je n'en utilisais que 2, ma chambre principale et une pièce dédiée aux jeux vidéo. Les 2 autres chambres étaient situées au fond du couloir à l'étage. L'une servait de débarras avec quelques cartons de stockage, et l'autre était complètement vide. Après être sorti du travail à 21h, je suis passé chez Wendy's pour prendre à manger et suis rentré directement à la maison, prêt à passer la soirée dans ma salle de jeu. Je ne travaillais pas le lendemain, donc quoi de mieux que de passer la nuit à jouer. J'ai mis mon casque et lancé Call of Duty, mais avant même de pouvoir entrer dans une partie, j'ai cru entendre un bruit, comme un coup frappé à la porte d'entrée. J'ai enlevé mon casque et écouté, mais n'entendant rien d'autre et pensant que la personne aurait frappé à nouveau si c'était quelqu'un, je suis retourné à mon jeu. Environ 2 heures plus tard, j'ai entendu à nouveau un bruit. Ça ressemblait à un coup, ou à une porte qui se fermait, quelque chose de ce genre. Mais avec mon casque sur les oreilles et la porte de ma chambre fermée, c'était trop étouffé pour savoir. Je me suis levé, j'ai ouvert la porte et regardé dans le couloir, attendant que ce bruit se reproduise. Après 1 minute, je suis descendu et j'ai vérifié la porte d'entrée. Il n'y avait personne dehors et tout semblait normal. Cependant, après avoir entendu ces sons, j'ai évidemment vérifié que la porte était bien verrouillée avant de retourner à l'étage. Cette fois, par précaution, j'ai laissé la porte de ma chambre ouverte pour mieux entendre s'il y avait un autre bruit. J'ai remis mon casque et continué à jouer. J'ai terminé une partie, environ 20 minutes plus tard, et au moment où je m'appuyais sur ma chaise, j'ai vu une silhouette passer rapidement devant l'encadrement de la porte, juste à la limite de mon champ de vision. J'ai immédiatement arraché mon casque et bondi de ma chaise, terrifié, ne sachant pas quoi faire. Je suis resté là, figé, fixant la porte. Je n'ai pas eu le courage de bouger pendant plusieurs minutes. Puis, après avoir enfin osé regarder dans le couloir et fouiller le reste de la maison, je n'ai trouvé personne. Mais la porte d'entrée était de nouveau déverrouillée. Quand la police est venue enquêter, il est devenu clair que quelqu'un s'était caché chez moi, et il y avait de fortes chances qu'il ait vécu dans la chambre vide pendant un certain temps. Je n'étais pas allé dans cette pièce depuis des semaines, voire des mois. Pendant tout ce temps, cette personne aurait pu être juste de l'autre côté du mur, sans que je le sache. C'est effrayant d'y penser, surtout en me demandant ce qui aurait pu se passer si je l'avais confronté. Il est impossible de dire ce qu'il aurait fait. Quand j'avais 19 ans, je travaillais comme chauffeur Uber. Je ne savais pas encore ce que je voulais faire de ma vie, donc je n'avais pas encore commencé l'université ou autre chose. Je faisais simplement Uber pour payer mes factures, en attendant de trouver ma voie. Ce soir-là, je conduisais de 19h à 3h du matin, c'était mon plan. La plupart des autres chauffeurs ne travaillaient pas à ces heures, et comme j'étais plutôt du soir, cela me convenait bien. Vers 23h, j'ai pris en charge une femme qui sortait d'un bar et je l'ai conduite chez elle, à environ 35 minutes. Sa maison se trouvait quasiment à la périphérie de la ville, dans un coin tranquille et isolé. Après l'avoir déposée, une nouvelle demande de course est apparue, à 10 minutes de là. J'étais un peu réticent à l'accepter parce que la destination n'était pas vers la ville, mais encore plus éloignée. Finalement, j'ai accepté en espérant que la prochaine personne se dirigerait vers la ville, là où j'aurais probablement plus de travail. Je suis donc parti vers le point de prise en charge, traversant des terres agricoles et pas grand-chose d'autre. Il n'y avait quasiment pas d'autres voitures sur la route. À la dernière intersection,
Je suis descendu sur un petit chemin de terre qui serpentait entre un champ d'herbes hautes ou de blé. Tout au bout, je pouvais voir une ferme au sommet d'une petite colline. C'était l'endroit indiqué par l'application. Je me suis garé dans l'herbe devant la maison. Les lumières étaient éteintes et il n'y avait personne dehors. Après quelques secondes, j'ai klaxonné légèrement pour signaler ma présence. Mes fenêtres étaient abaissées et le bruit du vent soufflant à travers les champs était assez fort. Je le mentionne parce qu'un coup soudain contre la porte passager m'a fait sursauter. Je n'avais pas pensé à vérifier derrière moi, supposant évidemment que la personne viendrait de la maison. L'homme a passé sa tête par la fenêtre ouverte et m'a regardé. Il y a eu un moment étrange où il est resté impassible, sans dire un mot. Finalement, j'ai pris la parole en lui demandant s'il était celui qui avait commandé l'Uber. Il a détourné les yeux vers la banquette arrière pour regarder autour, puis il a hoché la tête et m'a de nouveau fixé. « Pouvez-vous m'aider à transporter quelque chose jusqu'à la voiture ?» En étant en service, ma réaction instinctive a été de dire oui en supposant que ce serait simplement des bagages ou quelque chose de ce genre. Mais j'ai rapidement regretté d'avoir répondu sans réfléchir. Il a commencé à marcher vers la maison, alors je suis sorti de la voiture et l'ai suivi à distance. Une fois arrivé sur le porche, il a ouvert la porte et s'est précipité à l'intérieur sans même se retourner. Je me suis arrêté à l'entrée, regardant dans le hall sombre et vide. Il n'y avait toujours aucune lumière allumée et l'homme avait disparu. Je n'entendais même pas ses pas à l'intérieur. Une étrange sensation m'a envahi, une atmosphère pesante. « Monsieur ?» ai-je appelé. La maison est restée silencieuse, sans aucun bruit ni mouvement venant de l'intérieur. Le couloir a rapidement sombré dans une obscurité presque totale, et avec ce silence oppressant, il n'y avait aucune chance que je rentre là-dedans. J'ai fait demi-tour et j'ai couru jusqu'à ma voiture. J'ai traversé le champ et suis retourné sur la route principale, annulant immédiatement la course sur l'application. Mon plus grand regret cette nuit-là, c'est de n'avoir rien dit à personne. Je pensais que puisque rien ne s'était réellement passé, je n'avais aucune bonne raison de prévenir la police. Mais chaque fois que je repense à cet événement, je me rends compte qu'il y avait probablement bien plus derrière cette histoire. Un mois plus tard, j'ai fait quelques recherches sur cette ferme. Tout ce que j'ai trouvé, c'est qu'elle avait été vendue pour la dernière fois dans les années 1960, donc l'homme que j'avais vu n'était presque certainement pas le propriétaire. Il ne vivait probablement même pas là. Ce qui m'attendait à l'intérieur de cette maison si j'avais suivi cet homme est quelque chose que je ne saurais jamais avec certitude. Cela m'est arrivé il y a un peu plus d'un an. J'ai 24 ans et je vis seul dans une maison de ville en banlieue. Pour moi, vivre seul devient vite ennuyeux, alors j'essaie d'inviter des amis autant que possible. Mes amis les plus proches viennent 1 ou 2 fois par semaine, parfois même pour passer la nuit, histoire de s'échapper de chez leurs parents. Ce soir-là, je n'avais rien prévu, mais j'avais des plans pour le lendemain, avec mon amie Sarah, qui devait venir pour une soirée cinéma. J'avais donc juste hâte que cette nuit passe pour profiter du lendemain. Je suis allé me coucher assez tôt, vers 21h15. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé brusquement. J'ai regardé mon réveil. Il était 2h du matin. Ce qui m'a réveillé était étrange. Mon cœur battait fort et mon esprit était très alerte, comme si quelque chose se passait. J'ai d'abord pensé que j'avais peut-être fait un cauchemar jusqu'à ce que j'entende un bruit de clic en bas. Je me suis redressé dans mon lit et une porte s'est ouverte lentement, avec un grincement, suivi de bruits de pas entrant dans ma maison. Terrifié, j'ai essayé de me rassurer en pensant que cela devait être Sarah ou un de mes autres amis, car ils ont tous une clé de chez moi au cas où ils auraient besoin d'un endroit pour dormir. Je me suis levé et suis allé à la porte de ma chambre, l'ai ouverte et suis entré dans le couloir. Sarah? Aucune réponse. J'ai attendu dans le couloir pendant ce qui m'a semblé une éternité, puis soudainement, une lumière vive s'est allumée en bas, éclairant tout le rez-de-chaussée. Une seconde plus tard, j'ai entendu un faible bruit de voix venant du salon. Celui ou celle qui était là avait allumé la télévision. Pendant un court instant, je me suis senti soulagé, pensant que c'était probablement l'un de mes amis qui avait peut-être trop bu. Je suis descendu et suis entré dans le salon, et là, tout mon corps s'est glacé.
Un homme, que je n'avais jamais vu, était assis sur mon canapé, regardant l'écran de la télévision. Il devait avoir environ 50 ans, avec des cheveux longs, noirs et par endroits clairsemés portant des vêtements sales. Alors que je le fixais, terrifié, il a tourné la tête vers moi, m'a souri d'un air tordu, puis a agité la main comme s'il m'invitait à venir m'asseoir à côté de lui. J'ai immédiatement fait demi-tour et je me suis précipité hors de la maison. J'ai couru jusqu'à la porte de mon voisin et frappé jusqu'à ce qu'il m'ouvre et appelle la police. Mais quand ils sont arrivés, il n'y avait plus aucune trace de l'homme. Ce qui est encore plus troublant, c'est que la police n'a pas pris la situation très au sérieux, suggérant que c'était probablement juste un sans-abri cherchant un endroit pour dormir. Mais d'après ce que j'ai vécu, tout me dit le contraire. Il avait crocheté la serrure de ma porte, s'était installé sur mon canapé et avait allumé la télévision. Ensuite, cet homme inquiétant m'avait souri et m'avait invité à le rejoindre. Je pense qu'il s'agissait peut-être d'un rôdeur ou quelque chose de ce genre. Maintenant, j'ai du mal à dormir la nuit quand je suis seul, en me demandant s'il y a une chance que je ne sois pas vraiment seul. Cette histoire s'est déroulée quand j'avais 23 ans, il y a près de 10 ans. Je vivais dans une région rurale du nord de l'État de New York, avec mon ex-petit ami et sa famille. Nous nous disputions souvent, et un matin, avant qu'il parte travailler, nous avons eu une violente dispute. Mais cette fois-ci, il s'est montré particulièrement puéril. Il a sauté du lit, m'a fait un doigt d'honneur et a crié « Si tu n'aimes pas ça, pourquoi ne retournes-tu pas dans ce foutu Bronx ?» C'était tout ce qu'il me fallait pour me décider. J'ai pris toutes mes affaires, mis ma veste d'hiver, attrapé mes cigarettes et je suis sorti en trombe de la maison. Malheureusement, étant impulsive, je n'ai pas pensé à prendre mon téléphone portable avant de partir. Je ne conduisais pas, donc la seule option était de marcher. Je pense que, sur le moment, je comptais marcher jusqu'au Bronx, même si c'était à 3 heures de voiture, mais j'avais juste besoin de faire une longue marche dramatique pour évacuer ma colère. Une fois arrivé sur la route à l'entrée du parc de caravanes, j'ai réalisé que je ne savais pas vraiment où j'allais. Je vivais là depuis quelques mois seulement et je n'étais pas sorti beaucoup. J'ai pris à gauche et j'ai continué à marcher en direction de ce que je pensais être la civilisation. Je me suis retrouvé à marcher le long d'une route très fréquentée, avec des camions qui me passaient à toute vitesse en m'éclaboussant de neige fondue, trempant mes chaussures. À un moment donné, j'ai vu mon copain passer en voiture sur le chemin du travail, et il a accéléré en me voyant, encore furieux à cause de notre dispute. Je pensais qu'il ferait demi-tour à un moment donné, mais il n'est jamais revenu. J'ai continué à marcher, décidé à essayer d'atteindre la maison de la mère de ma meilleure amie, que je savais être dans la même ville. Il a commencé à neiger et je commençais à perdre de l'élan. J'ai passé devant une maison des vétérans où un pick-up se trouvait dans l'allée. Ce n'est qu'après l'avoir dépassé que j'ai réalisé que le conducteur était à l'intérieur. Il m'a interpellé. « Hé ma belle, tu as besoin d'aide ?» Mon estomac s'est noué en réalisant que j'allais devoir accepter l'aide de cet inconnu. Je me suis approché lentement du camion, essayant d'évaluer mes options. C'était un homme blanc, propre sur lui, aux cheveux gris et aux yeux bleu-vert, apparemment ordinaires. J'ai bêtement demandé « Est-ce que tu es un homme bien ou un homme mauvais ?» Et j'ai immédiatement regretté d'avoir posé une question aussi idiote. Il a répondu en riant « Si j'étais un homme mauvais, je ne te le dirais pas. » Ignorant les signaux d'alarme dans ma tête, je suis monté dans son camion. Pendant le trajet, je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment où vivait la mère de mon ami, juste le nom de la rue, mais elle était assez longue, ce qui ne m'aidait pas beaucoup. J'ai demandé à emprunter son téléphone pour appeler ma meilleure amie et lui demander où je devais aller. Je l'ai appelée 3 fois, mais elle n'a pas répondu, car elle ne reconnaissait pas le numéro. Je commençais à me sentir inexplicablement désespéré. Après quelques minutes, il m'a demandé d'où je venais et pourquoi je me promenais en pyjama sous la neige. Je lui ai expliqué que je venais du Bronx et que j'avais eu une dispute avec mon petit ami. Il a fait une pause, puis m'a demandé « Eh, ça t'intéresserait de te faire un peu d'argent ?» J'ai ri nerveusement et répondu « Non merci ». Il a répliqué « Oh !» Je me suis dit que, vu que tu viens du Bronx… À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais probablement dans une situation très dangereuse.
Je me suis contenté de murmurer « Ah oui, c'est sûr ». Il m'a regardé de haut en bas avant de ricaner et de dire « Ah oui, c'est sûr ». Je commençais vraiment à paniquer, mais je savais que je ne devais pas montrer ma peur. Je scrutais les alentours à la recherche d'un tas de neige moelleux où je pourrais sauter si je devais m'échapper du camion, mais sans succès. Les maisons étaient rares et éloignées les unes des autres. J'étais convaincu que ma fin approchait. Je ne saurais jamais pourquoi, mais c'est à ce moment-là qu'il a décidé de me demander chez qui j'allais. J'ai immédiatement balancé le nom complet de la mère et du mari de ma meilleure amie. Il s'est aussitôt animé, expliquant qu'il connaissait son mari et qu'ils faisaient de la motoneige ensemble il y a une vingtaine d'années. J'ai ressenti une immense vague de soulagement lorsqu'il a dit qu'il savait exactement où son ancien ami vivait. Quand nous sommes enfin arrivés devant cette grande maison jaune, c'était comme arriver au paradis. Je lui ai demandé son prénom. Steve, m'a-t-il dit, avant de me demander le mien. Je lui ai donné un faux nom, puis je l'ai remercié d'un ton sec avant de courir le plus vite possible vers le porche. J'ai ouvert la porte sans frapper et je l'ai verrouillée derrière moi. Je me suis immédiatement mis à pleurer et à courir à travers la maison pour chercher la mère de mon ami. Je l'avais réveillée, mais elle n'a rien dit en voyant à quel point j'étais secoué. Une fois que je me suis senti en sécurité avec elle, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé avec ce type louche et sa proposition. Elle m'a écouté, horrifiée et curieuse en même temps, avant de me faire promettre de ne plus jamais faire quelque chose d'aussi imprudent et de l'appeler si j'avais besoin d'aide. Je suis retourné chez mon copain plus tard dans la journée et j'ai fumé de l'herbe pour essayer d'oublier les événements de ce matin-là. Le lendemain, la mère de mon ami m'a appelé pour me dire que Steve était une personne dangereuse, avec qui son mari avait coupé les ponts des années plus tôt. Elle m'a expliqué que la dernière fois qu'ils avaient entendu parler de lui, c'était lorsqu'il avait été arrêté pour une agression sexuelle. Elle a ajouté qu'il aurait été incroyablement facile pour lui de me blesser et de m'abandonner n'importe où sur une route isolée, et que personne n'aurait jamais su où me chercher. Sans parler du fait que l'on ne m'aurait peut-être même pas retrouvé avant la fonte des neiges.